Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local ou national. Et c'est avec Alix Nguyen. Alix. Salut. Salut. On y va? Ouais. Dans les airs. C'est parti, prête à s'envoler effectivement avec le Paris Air Show qui s'apprête à faire une nouvelle fois à sensation dans la capitale. Le gratin de l'aéronautique se réunit pendant une semaine. Et vous le savez, c'est au Bourget avec la ferme intention cette année de séduire petits et grands. Séduire, recruter des hommes et des femmes. Le salon met un point d'honneur cette année à mettre en lumière les nombreuses opportunités pour celles justement qui rêvent d'évoluer dans un secteur d'avenir. Comment? Élément de réponse avec nos deux invités dans un instant. Il y aura une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'un charpentier devenu pilote. Mais non. Et oui, tout est possible. Dans une quinzaine de minutes. Hâte de découvrir ça. Et je vous présente sans plus tarder mes invités en plateau. Bonjour Philippe Dujaric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires sociales et de la formation du GIFAS. Le GIFAS, c'est Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Il a tout bon, c'est magnifique. Bonjour Nicolas Gros. Bonjour. Merci d'être avec nous Nicolas. Êtes-vous directeur d'Aérométier? Aérométier, c'est Aérométier, c'est une association qui fait la promotion des métiers et des formations des 3A, c'est-à-dire construction aéronautique, aéroportuaire et transport aérien. Depuis combien de temps? Depuis 26 ans. C'est fini pour l'intervention surprise. Promis messieurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, on connaît tous, mais c'est quoi le Paris Air Show? Le Paris Air Show, c'est le plus grand salon aéronautique du monde. Le deuxième est à Farnborough, en Angleterre, et il a une dimension de 50% inférieure à Bourget. Le plus grand salon du monde, c'est toute la planète aéronautique qui se réunit pendant une semaine à Bourget. Dans quelle mesure on peut considérer aujourd'hui que c'est une institution? Bien, écoutez, le salon existe depuis 1909, donc c'est vénérable et toujours à la pointe. 55e édition, tous les 2 ans. Voilà, organisé par le GIFAS. Alix. Et en termes de promotion des métiers, justement, puisque c'est l'enjeu, comment est-ce que ça va se traduire lors de l'événement? Alors, effectivement, le salon du Bourget, c'est d'abord un salon d'affaires. Oui. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous avons les journées professionnelles du lundi au jeudi. Mais nous tenons, nous en tant qu'organisateurs, à associer le grand public et nous maintenons les 3 grandes journées grand public, vendredi, samedi et dimanche, au cours desquelles le grand public pourra justement connaître, aller à la rencontre de nos métiers et de nos formations. On consacre un hall de 3000 m² à des démonstrations métiers par nos professionnels. Métiers en production, métiers en conception, métiers en maintenance d'avions, d'aéronefs, et puis une quarantaine de formations. Formations lycée professionnel, IUT, école d'ingénieurs, université. Un beau panel de formations seront représentés au Bourget cette année. Vous avez le sentiment que le salon, l'institution désormais effectivement, évolue année après année, et dans quel sens? Oui, alors il y a des thématiques fortes. Cette année, il y a 3 thématiques fortes. Il y en a une sur l'espace, le grand retour de l'espace. Il y en a une seconde, alors c'est pas propre à cette année, mais c'est l'innovation technologique, puisque l'aéro est toujours en constante innovation. Et puis la féminisation des métiers scientifiques et techniques de l'aéro, qui est quand même un des gros sujets de cette année et sur lequel nous avons beaucoup travaillé, Philippe et moi, enfin, le GIFAS et Aérométier. C'est un sujet parce que la filière se porte mal. Il y a un enjeu spécifique autour de la filière? La filière se porte très bien. Économiquement, on a un carnet de commandes énorme de plus de 10 ans dans le civil. En termes de métier, est-ce qu'elle attire toujours autant? Nous proposons de nombreuses offres d'emploi, près de 30 000 par an. Et parce que nous sommes en croissance d'emploi. Et on a augmenté l'emploi. La période Covid, on a eu un peu peur. On a augmenté l'emploi de plus de 10% depuis la période Covid. Et on est arrivé à trouver des candidats, puisque ces personnes sont en place, sont en formation chez nous, dans nos entreprises. Donc notre industrie reste attractive. Mais pas auprès de tout le monde. Et il y a quand même certains métiers qui sont difficiles à pourvoir. Les métiers techniques, parce qu'ils ne sont pas très connus, c'est pas qu'ils sont rejetés, mais ils ne sont pas forcément connus. Comme lesquels, par exemple? Et puis, les métiers de fabrication, autour de la fabrication des pièces, ajustage, câblage, montage d'équipements, peinture aéronautique, de ce type-là. On peut avoir aussi des frottements en concurrence par rapport à d'autres secteurs, bien sûr, parce que heureusement, il y a d'autres secteurs qui recrutent au niveau de l'ingénierie sur les métiers du digital, cyber, IA et autres. Donc, on a de gros recrutements dans
dans ce domaine-là. Mais ce qui est intéressant à retenir, je pense que pour le public, c'est qu'on recrute vraiment des profils très différents, des jeunes, des confirmés, et en gros du CAP Bac Pro jusqu'au doctorat. Et pas que des ingénieurs aussi, je préfère le dire. Pas que des ingénieurs, même s'il y a beaucoup d'ingénieurs. Il y a beaucoup d'ingénieurs, c'est vrai, c'est bien de le rappeler. Quoi. Tout à fait. On est le principal secteur qui embauchons des ingénieurs en France, dans l'industrie. On a près de 40% d'ingénieurs. Et donc ça, mais on a 30% d'opérateurs. On fabrique en France dans notre secteur. Et on a un réseau de PME et d'équipementiers qui sont très présents sur le territoire national, en Europe et aussi à l'étranger, bien sûr. Vous savez que le secteur exporte 80% de son chiffre d'affaires et est le principal contributeur pour la balance commerciale. Donc, on continue à exporter. Mais c'est vrai qu'on a un challenge pour convaincre quand même de plus en plus de personnes de s'intéresser à notre secteur. On a de beaux atouts pour le faire. Mais aujourd'hui, je pense qu'un secteur, une entreprise, d'ailleurs, est obligé de communiquer sur sa marque employeur. Et nous avons développé au niveau du GIFAS, et on va le voir au Salon du Bourget, une marque qui s'appelle l'Aéro Recrute, compréhensible par tout le monde. C'est un programme national de recrutement pour être présent dans le territoire. C'est la deuxième année ou j'ai une bêtise? Oui, on avait inauguré. En fait, la campagne nationale l'Aéro Recrute, ça a démarré après le Covid. Parce qu'après le Covid, on s'est aperçu qu'on avait des pertes de compétences et qu'on avait finalement, on se remettait économiquement plus vite que ce qu'on pensait. Les commandes sont revenues, c'est vrai, plus vite que ce qu'on pensait, donc tant mieux. Mais du coup, on n'avait pas les personnels en face. Et donc, on a, pour accompagner nos entreprises, 500 adhérents, au GIFAS, 500 entreprises, donc les grands, je ne vais pas les citer, vous connaissez les grandes marques de l'aéronautique, constructeurs, gros équipementiers, mais on a aussi les PME. Et donc, on avait inauguré en 23 une première édition de l'Aéro Recrute pendant les 3 journées grand public, où on avait reçu plusieurs milliers de candidats, on avait un accord avec France Travail pour faire venir des demandeurs d'emploi, il y a eu des recrutements. Et là, on recommence avec, c'est vrai, une sensibilité particulière sur les femmes. On voulait marquer les esprits. Bon, avec Nicolas, on travaille quand même sur le sujet depuis un petit moment. Mais pourquoi vous avez été interpellé justement après cette période Covid, notamment, qu'on voit que l'industrie est repartie? Oui, je vais vous donner peut-être un petit chiffre un peu global qui dit beaucoup de choses. Il y a aujourd'hui en France 74% des femmes qui n'ont jamais envisagé la possibilité de faire une carrière scientifique ou technique. Le mot important, c'est envisager. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne cherche pas à attirer tout le monde. On cherche à faire en sorte que... ouvrir le champ des possibles. Et puis, quand on parle aux industriels, aux managers, on dit la raison pour laquelle il pourrait être bien de féminiser un certain nombre de ces métiers scientifiques et techniques, eh bien, il y en a au moins 3. Une raison éthique, évidemment, ouvrir le champ des possibles, et puis aussi faire en sorte que celles qui auraient cette vocation puissent le faire et que ce ne soit pas le parcours du combattant pour elles. Ensuite, une raison managériale, puisque les équipes mixtes sont plus créatives, sont plus efficaces. Et puis des raisons économiques, on a l'évoqué, on n'a pas assez de vocation. Le secteur marche très bien, il y a beaucoup de boulot, mais... Vous manquez de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre qualifiée. Un peu, ceci dit, c'est pas propre à l'aéro, c'est propre à l'industrie. Les métiers industriels sont un peu mal aimés mal connus et mal aimés dans notre pays. Et comment vous y prenez justement pour vous adresser à ces filles, puisque c'est l'enjeu? Écoutez, franchement, de toutes sortes de manières. Donc, c'est une présence dans les collèges et les lycées. Alors là, on s'adresse aux garçons et aux filles, mais il y a toujours un message pour les jeunes filles. Faites-vous d'ailleurs des interventions? Oui. Comment ça se passe, ces interventions Oui, on en fait. On en a fait dans ma petite structure, qui n'est pas si petite. On a fait 400 cette année. Donc 400 qui se passent en deux parties. D'accord. Une première partie qui est plus de présentation des métiers, et on montre qu'il y a un spectre énorme de métiers, comme le Ils s'en doutent pas, j'imagine, quand vous commencez à leur parler. Non, parce que dans le monde de l'aéro, c'est toujours les mêmes choses qu'on a en tête. Ils pensent aux pilotes, ils pensent à l'hôtesse de l'air, parfois... un peu au-delà, mais souvent ils découvrent qu'il y a tous ces métiers. Et puis la deuxième partie est une partie qui est plus, je dirais, axée sur essayer de les faire rentrer dans une réflexion sur émoi par rapport à ces métiers. Qu'est-ce qui me ferait choisir tel métier plutôt que tel autre? Donc une initiation à l'orientation professionnelle, puisqu'on intervient à partir des quatrièmes jusqu'en terminale. Donc voilà. Donc en fonction de l'âge, évidemment, il faut adapter le discours.
Mais on a pris une initiative au niveau du GIFAS. Alors, il y a les actions d'aérométier, mais l'année dernière, on a monté un réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices métiers sur la plateforme My Job Glasses. Et vous connaissez peut-être de rencontres professionnelles. Donc, il y a près de 1000 ambassadeurs métiers de nos industries. Ils seront là d'ailleurs pendant le... Oui, on en aura beaucoup sur le Bourget, bien sûr. On va les mettre en valeur et donc qui sont à disposition des jeunes. Et vous savez pas quoi, on a 40% de demandes de rendez-vous de femmes, de jeunes filles en l'occurrence beaucoup, parce que c'est un public assez jeune, lycéennes, étudiantes. Et nous, en face, on a un peu plus de 30% d'ambassadrices. Et donc, elles interrogent notamment de façon privilégiée les femmes professionnelles chez nous. Donc, ça me rend optimiste, parce que 40% de demandes de rendez-vous, il y a à peu près 1000 rendez-vous par mois qui sont... Alors, c'est des rendez-vous d'une demi-heure, quart d'heure en visio. Mais ça rend optimiste. Et je pense qu'on va y arriver. Il y a aussi quelque chose qui va nous aider, et c'est quand même l'essentiel, c'est le plan fille maths aussi de Madame Borne. On a fait plusieurs émissions effectivement avec Alix. Oui, voilà, parce qu'il ne faut pas se cacher aussi. Nous avons, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de profils, besoin de profils techniques ou scientifiques. Et si on n'a pas le vivier, on va buter là, rapidement. On est à peu près 30% de femmes dans les recrutements, mais beaucoup moins dans nos métiers techniques. Faut aussi regarder les choses en face. Si on veut progresser, on pourra toujours expliquer avec aérométier, etc. Mais si après, une fois qu'on les a eus, il y a d'autres biais qui jouent et qui font qu'on perd des viviers tout au long du parcours, jusqu'aux études. Et on voit, le vivier, il est important au lycée, puis après il se réduit dans les formations universitaires. Et après, à l'embauche, on en a encore moins. Donc il y a des choses à faire, on a notre rôle à jouer. Alix. Et est-ce que le manque d'attractivité, entre guillemets, il peut venir aussi du fait que la jeune génération a une conscience écologique beaucoup plus forte qu'avant? Ça va même aller crescendo. Ça, vous l'abordez de quelle façon? Ça, c'est amusant. Alors, on a aussi comment dirais-je, une sorte de label, un groupe de travail permanent qui s'appelle les métiers de l'aviation bas carbone, donc qui vise à promouvoir ces métiers de l'aviation bas carbone, qui sont d'ailleurs souvent des métiers relativement traditionnels, mais qui sont appliqués à des techniques qui vont permettre une aviation moins carbonée. Mais alors, c'est donc, il faut absolument traiter cette question, mais on s'aperçoit que les questions justement dans les collèges et les lycées, je vais peut-être vous décevoir, moi ça m'a étonné, mais c'est très 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 peu souvent abordé. En revanche, la première question, c'est combien on gagne dans tel métier, C'est toujours l'argent. C'est toujours et très peu. Alors, au niveau, ensuite, un peu plus tardivement, chez les étudiants, la conscience écologique qui est un petit peu plus développée. En tout cas, ça va globalement mais on ne sent pas, honnêtement, on ne sent pas que ce soit... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai jamais senti que c'était véritablement ça qui pouvait être un frein. C'était plutôt la méconnaissance des métiers techniques. Et qu'est-ce que vous leur répondez, justement, pardon de vous couper, Nicolas, à ces élèves quand ils vous disent est-ce qu'on peut bien gagner sa vie, combien on gagne? Alors, on s'efforce de répondre en donnant des ordres de grandeur, et puis on s'efforce aussi de les faire réfléchir mais un métier, on le fait aussi pour toutes sortes de raisons. Donc, si vous voulez être heureux dans si vous voulez être heureux dans votre métier, il faut qu'il y ait d'autres motivations aussi. Donc, et c'est aussi le rôle de tous nos conférenciers, parce qu'on a une vingtaine en France qui font ça, de transmettre aussi leur propre passion. Là, on a fait un sondage en amont du Bourget. D'ailleurs, ça va sortir, ça va sortir aujourd'hui. Un sondage YouGov auprès des jeunes adultes, 18-34 ans. Justement, on les a questionnés sur comment ils voyaient l'aéronautique, leur carrière dans l'aéronautique, leur formation. Premièrement, il y en a quand même 1 sur 5 qui dit que plus jeunes, ils avaient été attirés par l'aéronautique spatiale. Je trouve ça pas mal. Un beau score. Donc, naturellement, on est assez attractif. En revanche, par les métiers techniques, oui, ce sont des métiers techniques bien payés, oui, avec de belles carrières. Oh oui. Vous connaissez? Non. Donc, c'est vrai que ça reste un peu théorique, d'où l'avion des métiers qu'on fait au Salon du Bourget, avec ils vont pouvoir toucher, etc. C'est quoi l'avion des métiers? L'avion des métiers, c'est une exposition que nous montons dans ce hall de 3000 m² avec les formations. Et au milieu, vous avez nos professionnels qui font des démos métiers. Alors, on a un stand métier du digital pour les ingénieurs cyber et autres. On a un stand métier peinture, métier usinage, montage, maintenance. On a 20 stands de métiers. 50-60 professionnels tous les jours qui se relaient. Et on invite toutes les écoles, ce sont nos invités, en journée professionnelle,
en semaine évidemment, les scolaires. Et on a près de 300 écoles qui vont venir, près de 10 000 jeunes avec les enseignants. Au final, ce sont les jeunes qui parlent aux jeunes. On a des professionnels de tout âge. On a quelques apprentis, évidemment, vous avez raison, c'est bien. On a les jeunes sur les stands de formation des jeunes étudiants. Mais je reviens au sondage YouGov, dernier élément, on a quand même 46%, c'est moins positif ça, de jeunes interrogés, donc qui pensent encore que le secteur n'est pas fait pour les femmes. Oui. 46%. Donc ça, il faut qu'on progresse. Qui pensent, femmes et hommes qui disent non, c'est pas fait pour les femmes. Il y a encore le poids des préjugés. Oui, et 46%. Et donc des personnes du secteur, des personnes interrogées. Sondage YouGov, on a fait sur les 18-34 ans. C'est le même sondage qui était très positif pour l'attractivité de notre secteur finalement. Mais pour les femmes, on a, alors vous allez me dire, il y en a quand même 54% qui disent c'est ouvert autant aux femmes qu'aux hommes. Mais il y en a 46%, ce qui est quand même une forte proportion, qui pensent que on n'est pas ouvert aux femmes. Alors que tous nos métiers, évidemment, sont ouverts aux femmes, y compris en production, puisqu'il y a très peu de pénibilité, plus avec les nouveaux outils. Nicolas Gros. Mais je pense qu'il y a aussi une autre chose, je ne sais pas si on l'a abordé depuis le début, qui est peut-être un obstacle, c'est que, en dépit de tout ce qui est fait pour promouvoir les métiers, on apparaît encore comme un secteur potentiellement élitiste. Donc il y a des gens qui vont se dire l'aéro c'est pas pour moi, alors qu'il y a toutes sortes de métiers possibles, du CAP jusqu'au PhD. Donc ça c'est aussi un truc qui nous colle un peu à la peau, et contre lequel il faut lutter. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe, ces préjugés relatifs au fait que certains métiers ne soient pas accessibles ni pour les femmes, eh bien, ils ont plutôt tendance, dans les toutes dernières années, à remonter. Récemment, il y a eu un rapport de France Stratégie qui a été diffusé la semaine dernière sur les préjugés sexistes à l'école. Et donc, j'ai noté un truc qui est quand même... sur la part des 18-24 ans qui se disent que les filles ont autant l'esprit scientifique que les garçons. Donc, en 2014, il y avait plus de 60% qui pensaient que les filles et les garçons avaient équivalent en termes d'esprit scientifique, et bien ce chiffre il a baissé, alors c'était déjà pas extraordinaire, et aujourd'hui maintenant il est à 50%. Donc, on est à 64, c'est ça? Non, 54. Pardon. En 2014, 62% des personnes sondées dans les jeunes générations, donc entre 18 et 24 ans, pensaient que finalement l'appétence pour les métiers scientifiques était équivalente entre les hommes et les femmes. Donc une majorité, mais une légère majorité. Et bien ça a baissé depuis 2014, aujourd'hui, c'est plus que 50%. Donc, vous voyez, il y a des choses. Et si vous regardez les rapports PISA, l'écart entre le niveau de maths à 15 ans entre les garçons et les filles, il était de 6 points en 2014, il est de 10 points aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Et donc, qui nécessitent vraiment d'agir. Et ce qui ne va pas dans le bon sens, en plus, c'est le niveau moyen. Et aussi. Filles et garçons. Comment vous avez conçu, justement, parce que vous parliez effectivement de ces... Au final, il y a quoi? Il y a 20 parcours métiers Il y a 20 métiers présentés, effectivement, avec des parcours. On explique aussi les parcours, évidemment, comment on accède à ces métiers, animés par des professionnels de nos entreprises. Qu'est-ce que vous leur avez demandé, justement, à ces professionnels pour attirer les petits et les grands? Il faut une dose de jeu, il faut que ça reste ludique, il faut que ce soit pas chiant, quoi. Tout à fait, je vais vous embaucher au GIFAS. Allez, allons-y. Oui, il faut se mettre à la portée, c'est un peu notre problème de temps en temps, qui est technique, et c'est un ingénieur qui présente son truc avec le logiciel, etc., les calculs, ça va pas le faire. Non, on a prévu des jeux, effectivement, ce mode ludique. Bon, les outils nous aident, réalité virtuelle, etc., pour les... Voilà. On a aussi de belles maquettes d'avions. On va pas se priver. Non, il y a l'espace. Il y a de quoi avions, espace, innovation, technologie. Il y a de quoi montrer dans notre secteur. C'est vrai que... Mais vous avez raison, il faut faire jouer. En plus, ce sont des groupes scolaires, donc il faut aller vite. Ils vont pas rester non plus... Après, ils veulent aller voir les avions en vol. On va pas les garder dans... Il va faire beau, il va faire beau. Toute la journée. Et j'espère aussi qu'ils écouteront, parce qu'on en revient à notre promotion, la femme de l'aéro et du
spatial. Oui. Il y aura sur un petit espace de prise de parole des femmes qui viendront de chez nous, professionnelles, pilotes, ingénieurs, techniciennes, de l'aéronautique, du spatial, témoigner de leur parcours. Alors, mais rapide, hein, là aussi, les jeunes ne vont pas écouter ça pendant 1 heure, mais 15 minutes, en petit comité, une demi-classe, une classe en groupe scolaire. Ces témoignages-là qui peuvent changer le cours d'une vie. Eh oui, ce sont ce qu'on appelle entre guillemets les rôles modèles. Rôle modèle, bien sûr. Mais les rôles modèles, c'est applicable à tout, hein, y compris tous les métiers, etc. Mais effectivement, déclencher une idée, c'est un peu l'idée des ambassadeurs métiers aussi sur My Job Glacis, c'est déclencher. Ah tiens, il y a quelque temps, j'ai parlé avec quelqu'un qui était chez Airbus ou dans une entreprise. Ça avait l'air intéressant ce qu'il m'a raconté. Voilà, ça c'est important. On parle charpentier, on parle aviation. C'est la loupe. Oui, c'est pas une blague. Alix, tu nous parles effectivement d'un charpentier qui est fan d'aviation. Exactement, un profil qui illustre bien la diversité des parcours dans la filière aéronautique. Lucas Fangeau a 26 ans, il est originaire de Haute-Loire et s'est fait connaître sur YouTube en vulgarisant l'aéronautique et l'espace. Il est charpentier de formation et s'est passionné très tôt pour tout ce qui vole. Lucas s'est donné pour mission de rendre accessibles des sujets complexes sans prétendre tout savoir, mais en préparant néanmoins sérieusement ses interventions. Une démarche qui a trouvé son public puisqu'il cumule 300 000 followers sur TikTok. Lucas continue de répondre aux questions des jeunes passionnés, à leur donner des repères sur les métiers et les parcours de formation. Il parle aussi très concrètement des réalités du secteur, comme ici. Si t'es vraiment fort en maths, si t'es vraiment fort pour aller faire des études supérieures, fonce et essaye de faire l'ENAC ou les cadets d'Air France. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi. On galère un petit peu à l'école, on n'est pas forcément des surhommes en maths et on galère un petit peu avec la physique. C'est quand même possible de devenir pilote, mais il va falloir plutôt emprunter la voie privée. La voie privée qui coûte quand même bon 100 000 euros, 120 000 euros, voire même plus si on prend la QT derrière. La QT, c'est la qualification par exemple sur Airbus. Vous pouvez taper du 160 000 euros. Là, ça commence à faire cher. Déjà, il y a d'autres solutions. Vous pouvez partir à l'étranger, il y a des écoles qui sont moins chères. Exemple, au Canada, une formation va vous coûter au maximum 70 000 euros en intégré. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est que vos parents ne peuvent pas vous financer. Donc, il va falloir vous tourner vers un pré-études. La meilleure chose pour un pré-études, c'est que vous ayez un garant. Et le garant doit gagner environ 3 fois la somme que vous allez devoir rembourser par mois. Vous allez être aux alentours des 700 euros à rembourser par mois. Donc ça veut dire que votre garant doit gagner à peu près 2100 euros par mois. Je sais qu'en France, ça commence déjà à être un bon salaire, mais il existe des solutions aussi pour avoir d'autres garants. Donc ça, je vous laisserai aller vous renseigner, je ne suis pas non plus votre banquier. De toute façon, retenez une chose. Pour que vous puissiez avoir le cul assis dans un cockpit d'avion, au-dessus d'une mer de nuages, avec un bon petit truc à manger et une petite musique dans le casque Bose, va falloir que tu travailles un petit peu et que tu te donnes de ta personne pour réussir. Mais crois-moi sur parole, ça en vaut vraiment la peine. Et voilà, le concernant, c'est grâce donc à sa formation de charpentier qu'il a pu se payer une licence de pilote privé. Néanmoins, il s'est formé au Canada, finance oblige. Il ne vient pas d'un lycée aéronautique ni d'une grande école. Il incarne donc une approche autodidacte. Il est d'ailleurs devenu instructeur. Messieurs, on parlait du fait que la filière n'est pas élitiste. En revanche, pour être pilote, c'est presque inaccessible. Il faut être ou très 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 bon à l'école, ou avoir des parents... Ou très très passionnés et opiniâtres, ou il y a aussi, il n'a pas parlé, mais il y a aussi une autre voie qui est la voie militaire. On peut être aussi pilote militaire et se reconvertir ensuite dans le civil. Et puis, c'est-à-dire que là, on se forme gratuitement à l'armée. Alors, gratuitement à l'armée, oui, effectivement. Et ensuite, on doit un certain nombre d'années et on peut également. Il y en a beaucoup qui optent pour cette option. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais dans le monde civil d'anciens pilotes militaires, oui, il y en a un certain nombre. Oui. Absolument. Et puis, il y a aussi je ne sais pas si vous avez noté, mais il a parlé des pilotes cadets, c'est-à-dire que régulièrement des entreprises, et en ce moment Air France le fait d'ailleurs, recrute en ce moment même, Air France recrute des pilotes dits ab initio, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas leur brevet de pilote, ils vont être formés en interne dans l'entreprise. Et évidemment, il y a une sélection qui est, une vraie sélection. Voilà. Donc il y a quand même 4 voies pour devenir pilote. Vous n'êtes pas tous les deux dans l'aéronautique par hasard. Qu'est-ce qui vous a emmené, vous, Nicolas, justement, dans le secteur de l'aéronautique et du spatial? Sentiment, et on n'en a pas juste avant que l'émission débute.
Vous n'êtes pas allé au bout de vos rêves? Alors, j'ai été. C'est vrai qu'au moment où je sortais d'école, moi, je n'ai pas fait une école comme Philippe. Je ne suis pas ingénieur. J'ai plutôt une école de commerce et Sciences Po. Et puis, donc, j'ai passé des recrutements. Je suis rentré à Air France. Et c'est vrai que je passais des entretiens avec différentes entreprises à l'époque. Et je me souviens très bien de ce moment où je suis allé passer cet entretien dans un aéroport qui à l'époque était Orly. On voyait les avions, il y avait les dérives là à travers la fenêtre. Je me suis dit, waouh, non, c'est vraiment là que j'ai envie d'être. Donc il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Puis il s'en s'aperçoit que c'est une vraie famille et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein. C'est vraiment une famille aéro, c'est pas. Voilà, c'est vrai. Philippe qui n'est pas ingénieur, hein, je précise. Hein. Non, pas du tout. Moi, j'ai été attiré par l'aérospatiale. D'ailleurs, c'est vraiment le nom, puisque j'ai fait mon premier job à l'aérospatiale, ancêtre d'Airbus. À l'époque, à Paris, pas à Toulouse. D'accord. Et j'étais attiré par la RH. Moi, j'ai une formation RH. Et donc, j'ai toujours considéré que c'était un secteur avec un dialogue social avancé et assez en avance des relations avec les organisations syndicales. Secteur performant. Qui était déjà à l'époque très, très important pour la nation. Donc c'est cet aspect-là. Et civil et militaire aussi pour la souveraineté aérospatiale. À l'époque, c'était aussi, comme Airbus aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a pas qu'Airbus civil, assez militaire. Donc j'ai pas fait les écoles militaires, mais cet aspect de souveraineté, quand j'ai pu avoir la chance d'avoir un entretien de recrutement aérospatial, j'étais content, et surtout quand on m'a donné la réponse. J'imagine. Voilà. Et d'ailleurs, dans le cadre du salon, il y a également un événement qui s'appelle Femmes de la Défense, qui est organisé pour que les industries de la défense puissent aussi présenter à un public d'étudiantes les possibilités de carrière dans ce monde de la défense. Et c'est quel type de métier, par exemple? En fait, grosso modo, c'est les mêmes métiers que dans les autres. Alors, je mets de côté l'armée de l'air et de l'espace. Là, les métiers sont évidemment très, très spécifiques. Mais sinon, en matière de construction aéronautique, je pense que chez Dassault et chez Airbus et chez Safran, ce sont les applications, les programmes qui changent. Mais les technos sont souvent duales. D'ailleurs, on a beaucoup d'entreprises qui sont à la fois sur le civil et le militaire, et les activités défense. J'ai oublié de vous poser la question. On a dit que c'était en séduction, forcément, pendant ce salon, pendant une semaine au Bourget. Il y aura des job dating ou pas? Oui. Ouais. Il y a 150 entreprises qui sont inscrites à l'opération l'Aéro Recrute pendant les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Ça veut dire quoi? Donc on ne vient pas les mains dans les poches. Alors, il faut se tenir un minimum près, quoi. Ça veut dire que les commerciaux s'en vont. Le vendredi, on a terminé les affaires sur leur stand, les affaires commerciales, et laisse la place au RH pour accueillir les candidats et les candidates, qu'on espère nombreuses. On a un accord avec France Travail et avec la PEC pour inscrire des demandeurs d'emploi. Il y en a de nombreux là qui sont inscrits. Et voilà. Donc, vous êtes fixé secrètement un objectif? Comment? La question, donc c'est plus secret. Comment? Vous êtes fixé un objectif, du coup, sur le nombre de... L'année dernière, on avait accueilli 7000, 8000 candidats, donc on espère mieux. Je rappelle que cette année, nous avons des intentions de recrutement, et bon, pour le moment, ça se passe bien, de 25 000, alors sur toute la France pour nos adhérents. Donc on espère avoir plusieurs milliers d'offres d'emploi la semaine prochaine, avec les 150 entreprises, qui sont très différentes. D'ailleurs, il y a des PME, des ETI, des grandes entreprises, des sociétés de travail temporaire aussi, qui forment les personnes qui ont des appétences pour nos métiers, mais qui n'ont pas la formation. À ce moment-là, ils ont un contrat qui leur permet à la fois d'être dans l'entreprise utilisatrice et dans un organisme de formation qui leur permet d'avoir le diplôme ou le certificat de qualification au bout de 4 mois, 6 mois, qui va leur permettre de bosser dans la filière. Eh bien, merci infiniment. En 10 secondes, s'il vous plaît. Non, je vais dire que les 25 000 dont parlait Philippe à l'instant, ça n'est que pour la construction aéronautique et spatiale. Ensuite, il y a aussi les compagnies aériennes et le monde aéroportuaire. On peut rajouter presque 10 000 personnes. Donc, vous l'aurez compris. Voilà, bref, tout le monde, tous au Bourget. Ça commence ce matin et donc ce sera jusqu'à dimanche. Et je vous invite bien évidemment à découvrir tous ces métiers avec des parcours immersifs magnifiques. Pas moins de 20 métiers, effectivement, sont présentés. Merci beaucoup, Philippe Dujaric, directeur des affaires sociales et de la formation GIFAS. Le GIFAS, c'est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. J'ai triché, j'ai mon anti-sèche. Et Nicolas Gros, qui est directeur d'Aérométiers. Un grand merci à tous les deux. Merci à vous. C'est une très belle semaine. Il va faire beau. On croise les doigts pour que ça continue. On croise les doigts. On croise les doigts. Merci. Pour aller voir le Rafale. À demain.
Merci.